Voilà, pour continuer sur ces belles bases, c'est au tour à présent de Stéphanie Hennette-Vaucher, qui va filer la métaphore mathématique pour nous parler de l'état d'urgence x2 au carré et en racine carrée, avec des variations aussi bien sur le fond que sur la forme. Merci Marc. Euh, En effet, c'est le titre que j'ai ambitieusement proposé, état d'urgence 2 fois au carré et en racine carrée. Je voudrais juste, néanmoins, avant de commencer cette métaphore mathématique, rebondir sur la fin de l'intervention de Xavier, qui soulignait que, en effet, il y avait eu de nombreuses modifications au fil des 6 prorogations de la loi d'avril 1955 pendant l'épisode 2015-2017. Il y avait eu 9 QPC. Xavier semblait indiquer que c'était autant d'améliorations. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait aujourd'hui, je ne sais plus combien tu as dit, 19 alinéas pour les assignations à résidence, était nécessairement une amélioration par rapport à l'état antérieur du texte. Ce n'est pas tout à fait ma lecture des choses. Il me semble, je l'ai dit et même, je crois, écrit quelquefois qu'à l'issue de l'état d'urgence 2015-2017, le régime des libertés était beaucoup plus rigoureux qu'au 12 novembre 2015, c'est-à-dire que la loi du 3 avril 1955 a été, me semble-t-il, considérablement aggravée du point de vue des atteintes qu'il est possible de consentir aux libertés, ce qui, au regard des circonstances historiques qui ont donné naissance à la loi du 3 avril 1955, qui naturellement ont lien avec ce qu'on appelait à l'époque les événements d'Algérie, est un élément intéressant du point de vue de nos curseurs juridiques et politiques. Mais on pourra revenir sur ce point. Alors, état d'urgence 2 fois, état d'urgence au carré, état d'urgence racine carrée. Alors, 3 points du coup dans un plan qui n'est pas en 2 parties et encore moins avec des sous-parties numérotées. Alors, état d'urgence 2 fois parce que en effet, tout simplement, même si bien sûr il y a eu d'autres applications d'état d'urgence version loi du 3 avril 1955, il me semble en effet avant tout très frappant de souligner que moins de 3 ans après un état d'urgence qui s'était vraiment singularisé par sa très longue durée et précisément par ce régime très aggravé des libertés, face à une difficulté dont il ne s'agit pas de sous-estimer l'importance, le registre de l'exception s'affirme comme un mode normal, immédiatement disponible de gouvernement. Je crois que c'est très important à mettre en lien avec le fait que la littérature scientifique sur les états d'urgence met en garde contre les phénomènes de normalisation, de banalisation du gouvernement par l'exception. Et évidemment, l'état d'urgence 2015-2017 avait été de ce point de vue un cas d'école, puisque sans rentrer dans les détails, si on veut juste se concentrer sur la manière dont il a pris fin, on se rappelle bien sûr qu'il n'a précisément pu prendre fin qu'après que 4 des piliers de l'état d'urgence 1955 aient été transposés dans le droit commun par la loi SILT du 30 octobre 2017, les assignations à résidence, les périmètres de sécurité, les fermetures de lieux de culte, etc. Alors, par ailleurs, il y a eu une accélération. Enfin, on voit bien que ce registre de l'urgence, il est immédiatement disponible parce que tout se joue sur un temps très court. Hein, on a des premières mesures à partir de la fin du mois de janvier, comme l'a dit Xavier, sur le fondement du pouvoir de police administrative spéciale du ministre de la Santé, un décret du Premier ministre sur le fondement de la théorie des circonstances exceptionnelles, et en quelques jours, on bascule véritablement dans un projet loi état d'urgence sanitaire, on crée un nouvel état d'urgence sanitaire. Donc, voilà un peu la raison pour laquelle je voulais souligner qu'on a cet état d'urgence 2 fois, c'est-à-dire 2 fois dans un temps court, face à une difficulté, on recourt au registre de l'exception. État d'urgence au carré, peut-être simplement, j'ai dit dans l'introduction que je n'avais pas, j'ai confessé que je n'avais pas brillé en mathématiques, mais il me semble néanmoins qu'on peut dire que le carré est une forme de multiplicateur renforcé, et on peut à certains égards lire l'état d'urgence sanitaire dans lequel on est depuis le 23 mars 2020 comme encore plus fort, comme encore plus exceptionnel que la dernière fois. Pas forcément du strict point de vue de l'atteinte aux libertés, mais pour l'étendue globale qui est le sien.
la loi du 23 mars 2020, bien sûr, elle instaure l'état d'urgence sanitaire. Elle organise également le report des élections municipales. Et je crois que la question de l'articulation directe d'un régime d'exception aux séquences de la vie démocratique est quelque chose de très important. Certains se rappelleront, Serge, peut-être d'autres, étaient signataires d'une tribune qu'on avait souhaité faire, qu'on avait faite dans l'état d'urgence 2015-2017, puisque tout de même, on avait eu une élection présidentielle et des élections législatives sous le régime de l'état d'urgence. Je crois que c'est quelque chose qui n'est pas anodin et je pense que la question de la conciliation entre la vie démocratique et le régime d'exception est une question importante. Ça, c'est un premier point. Cette loi du 23 mars 2020, elle aggrave par ailleurs, me semble-t-il, la part très visible de mise à l'écart du droit commun. Et on pourrait en prendre de multiples exemples, mais je crois qu'il n'y en a pas de meilleur que celui qui est fourni par la décision du Conseil constitutionnel 2020-799 DC, qui a été abondamment commenté et souvent de manière extrêmement brillante. Comme vous le savez, c'est un contrôle qui portait notamment sur la loi organique qui organisait le report des délais de saisine en QPC. Mais la prescription constitutionnelle est très claire. Il y a un délai de procédure pour l'adoption d'une loi organique qui, ici, n'a pas été respecté. Comme l'a écrit ma chère collègue Véronique Champaille-Desplats, 15 jours, ce n'est pas un jour. On peut avoir toutes les théories de l'interprétation qu'on veut. 15 jours, c'est pas un jour. Or, le Conseil constitutionnel a estimé que le non-respect de cette prescription constitutionnelle claire d'un délai procédural d'adoption d'une loi organique n'était pas de nature à susciter ni le contrôle ni la censure, et il a recouru pour ce faire, comme on le sait, à une référence à des circonstances particulières. Donc on est vraiment, je crois, là dans quelque chose qui est extrêmement visible. Hein, on n'est pas dans l'interprétation activiste, me semble-t-il, du droit, en disant qu'on est dans la mise de prescription normative très chose qui se donne par cette urgence, cette habilitation inédite du gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance, inédite évidemment dans son ampleur. On sait qu'il y a plus de 40 ordonnances, si mon calcul n'est pas erroné, qui ont été prises de ce point de vue. Les ordonnances, bien sûr, dont la plus commentée probablement a été l'ordonnance pénale qui organise le renouvellement automatique des délais des détentions provisoires. Mais il y en a beaucoup d'autres, en droit du travail, fonctionnement des juridictions, délais divers applicables aux relations privées, de copropriété, de droit des sociétés, etc. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très, très important. On a entendu des députés de la majorité dire que l'état d'urgence, bah oui, c'était comme ça, c'était en fait le pouvoir donné à l'exécutif, ce qui est quand même une lecture très particulière, hein, d'une forme d'accoutumance du fonctionnement des institutions à la logique de l'exception, puisque nulle part que je sache, il n'est écrit que l'état d'urgence, c'est le pouvoir donné à l'exécutif. Le Parlement ne devrait pas disparaître ni dans son existence, ni dans ses fonctions essentielles. Et il me semble que le texte qui a été présenté en Conseil des ministres aujourd'hui, qui prévoit un nouveau train d'ordonnances, illustre également cette problématique, même si, transition habile, on peut également le lire comme une manière de mettre ce régime de l'état d'urgence non plus seulement à la multiplication ou au carré, mais véritablement à la racine carrée, c'est-à-dire peut-être le moment où le juriste, ou en tout cas celui qui comme les choses deviennent vraiment extrêmement compliquées. Alors qu'est-ce que je veux dire par état d'urgence à la racine carrée ? Si je prends le projet de loi qui a été présenté en Conseil des ministres aujourd'hui, j'y trouve, comme je l'ai dit, un nouveau train d'ordonnance prise sur le fondement de l'état d'urgence sanitaire, mais j'y trouve surtout le fait que ces ordonnances, pour certaines d'entre elles, auraient vocation à permettre des dérogations à des règles juridiques en vigueur, pouvant excéder jusqu'à 6 mois après le terme de l'état d'urgence sanitaire. Et donc, on a en fait un texte qui est voté sur le fondement de l'état d'urgence sanitaire, qui a vocation à organiser des dérogations qui elles-mêmes doivent pouvoir exister au-delà du terme qui adviendra un jour de l'état d'urgence sanitaire. Je prends un autre exemple de cette idée de racine carrée qui vise simplement à montrer une forme de complexité et de
confusion, me semble-t-il, architecturale. Le projet de loi qui a été présenté en Conseil des ministres le 2 mai et qui est en cours d'adoption, qui est le projet de loi de prorogation de l'état d'urgence, crée lui aussi une architecture très problématique et à mon sens, inintelligible, puisque en réalité, on modifie des dispositions du droit commun, sur l'isolement et la quarantaine en particulier, et on les redéfinit en renvoyant à des dispositions qui, elles, sont spécifiques à l'état d'urgence sanitaire. En réalité, l'isolement et la quarantaine existent dans le droit commun via soit l'article L3131-1 du Code de la santé publique, police administrative spéciale du ministre de la Santé, ou via un article L3115-10 qui confère ce pouvoir au préfet. Et il se trouve que l'article 4 bis de la loi qui est en cours d'examen redéfinit ces deux dispositions du droit commun en renvoyant à deux dispositions spécifiques de l'état d'urgence sanitaire, l'article 31-31-15, pouvoir du Premier ministre, et l'article 31-31-17, pouvoir du préfet. Et donc, on a une architecture de texte qui, me semble-t-il, est inintelligible, d'où ma référence à la racine carrée, créer une sorte d'entremêlement incompréhensible entre le droit commun et l'état d'urgence sanitaire. Donc voilà cette tentative de variation sur la forme et le fond mathématique. Merci, merci beaucoup Stéphanie. Du coup, tu as réussi à reprendre la main sur ton chrono et ta vidéo. C'est vrai que ça marchait visiblement mieux ainsi. Je comprends mieux la portée de ces formules mathématiques que tu nous as livrées. On va voir à présent si les uns et les autres arrivent à les résoudre.